Donc on en arrive maintenant à un exercice qui n'est plus, qui ne relève plus du régime permanent sinusoïdal, mais du régime sinusoïdal transitoire. Mais on va voir en fait que les éléments à mettre en œuvre pour étudier ce genre de circuit, ce sont en fait les choses que l'on a déjà vues précédemment sur le régime permanent sinusoïdal et sur le régime transitoire avec la résolution d'une équation différentielle, solution homogène plus solution particulière. La solution homogène, bon, elle est exactement celle que l'on a déjà vue dans les formulaires pour les équations différentielles du premier ordre, parce que là en l'occurrence c'est un circuit du premier ordre, plus une solution particulière. Il s'avère que la solution particulière, c'est la solution du régime permanent sinusoïdal. Donc le circuit que l'on va étudier, c'est un circuit très simple que l'on a déjà vu plusieurs fois, hein. Une source de tension qui alimente au travers d'un interrupteur un circuit RL série. Et donc la tension que l'on applique, elle est sinusoïdale, elle vaut E de t égale 10 fois sinus de oméga t moins 0,1. Donc là c'est une, on va dire, complication juste pour la forme de l'expression de la tension E de t, ça n'est pas un cosinus, et il y a une phase à l'origine. Et avec une pulsation de 1000 radians par seconde, donc il n'a pas d'importance particulière. Or, toujours est-il que l'on peut, dès ce slide, poser l'impédance du circuit RL, qui vaut R plus JL oméga, avec un R qui vaut 100 ohms, et un JL oméga, donc oméga vaut 1000 et L vaut 10 moins 2, donc 10 puissance 3 fois 10 moins 2, ça fait 10. Et donc 100 plus J fois 10 ohms. C'est l'impédance de notre circuit RL à cette pulsation. À oméga égale à 1000 radians par seconde. Donc c'est un résultat préliminaire qui nous sera utile par la suite. Alors, question 1. Déterminer l'expression temporelle du courant I de t qui circulerait si l'interrupteur était fermé depuis un temps infini. Donc si on admet que le circuit est alimenté depuis un temps infini, on est clairement en régime permanent sinusoïdal. Donc, étude en complexe. Donc, on a un E de t qui est de la forme 10 sinus de oméga t. Alors, je me rappelle plus si c'est plus ou moins 0,1. C'est moins 0,1. Si on veut rester dans les canons de l'expression de E de t, on pose 10 fois exponentielle de j facteur de... donc comme c'est un sinus, c'est oméga t plus pi sur 2. Pardon, moins pi sur 2, ce que je raconte. Et donc, ça c'est pour rendre compte du sinus oméga t. Et il ne faut pas oublier qu'on a rajouté un déphasage de 0,1. Donc voilà. Et donc, ce circuit est alimenté par cette tension E. Et donc, I est égal à E sur Z. Donc, 10 exponentielle de j facteur de oméga t moins pi sur 2 moins 0,1 divisé par, donc là, on rappelle la valeur de Z qui vaut 100 plus j fois 10, ce qui vaut racine carrée de 100 au carré plus 10 au carré pour le module, fois exponentielle de j argument. Et on a un nombre complexe à partie réelle positive et à partie imaginaire positive d'ailleurs, la fonction arctangente s'applique. Arctangente de côté opposé sur côté adjacent, donc c'est 10 sur 100, donc 1 dixième. Et donc,
on reporte ça en bas de notre fraction. Donc là, il faut que je retrouve la fenêtre Scilab, pas Scilab, Octave. Racine carrée de 100 au carré plus 10 au carré, ça fait 100,5 fois exponentielle de j, arctangente de 1/10, ça fait, donc en fait on est très très proche de, on est à un tout petit angle, et donc en fait la fonction arctangente, la fonction tangente, la fonction arctangente, au voisinage de 0, tangente x est à peu près égal à x, donc arctangente x est à peu près égal à x aussi. Et donc là, si on veut donner trois chiffres significatifs, est-ce qu'on a... donc effectivement, ça tombe pas rond. 0, 9, 9. Alors je vais prendre du bleu pour l'application numérique. 0,099. Et le chiffre suivant, si on arrondit, ça fait 7. Et donc, une fois qu'on a ce résultat-là, alors je vais faire une approximation un peu grossière, là je vais pas sortir, faire le calcul. Donc 10 sur 100, c'est 1/10, donc 0,1 fois, donc ça c'est cette partie-là. Et puis pour cette partie-là, en fait, il suffit d'inclure tout ça. Donc on va avoir exponentielle de j facteur de oméga t moins pi sur 2, ça je le fusionne pas, et donc moins 0,1 plus 0, enfin moins 0,099, parce que donc c'est argument du numérateur moins argument du dénominateur, donc on va avoir moins 0,1996. Fermé. 997 d'ailleurs, c'est pas 6. 7. Fermez la parenthèse. Et donc ce résultat-là, alors j'ai plus de place dans ce slide, donc je vais en récupérer un peu plus loin. Il faut que je fasse un copier-coller. I complexe vaut ça. Et donc le I réel, donc c'est là que au bout d'un certain temps, on s'aperçoit quand même que le fait de rajouter des termes juste pour rester dans les canons des calculs qu'on a menés jusqu'à présent, c'est un peu superflu. En fait, on s'aperçoit qu'on a juste à rajouter un certain angle à oméga t, et donc un angle qui est donc de 0,1997. Voilà, donc pour le signal réel. Donc en fait, ce courant est déphasé d'une moins 0,0997 par rapport à E. À E de t, si on est en réel. Donc voilà. Et donc ça, c'est il s'agit du courant en régime permanent sinusoïdal. Et donc,
pour accrocher les wagons à ce que l'on souhaite faire, il faut quand même se rappeler qu'on étudie un circuit en régime transitoire. Donc à la question suivante, on vous demande de déterminer l'expression temporelle. Oui, non, pardon. Non, ça c'est un copier-coller. C'est toujours la même question, et là on a traité la première. Maintenant on va s'intéresser, c'est pas surligneur, on va s'intéresser à la deuxième. Donc E de t, qu'est-ce que c'est? C'est un sinus déphasé d'un angle assez faible par rapport à l'instant d'origine. Alors je vais peut-être d'ailleurs exagérer. 0,1 radian, ça correspond à quoi en degrés? Donc 0,1 divisé par pi multiplié par 180, ça correspond à 5,73 degrés. Donc en fait c'est un angle beaucoup plus faible que ça. Donc en fait j'aurais dû mettre l'origine quelque part par là. Donc c'est quasiment un sinus oméga t en fait. Et donc qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'en fait le courant est décalé extrêmement faiblement par rapport à la tension. Et en retard. Donc là je le dessine quasiment avec la même amplitude, mais bon, c'est de toute façon deux grandeurs qui n'ont rien à voir. Là c'est un courant I de t, et là c'est la tension E de t. Donc chacun a sa propre échelle en verticale, en volts par centimètre ou en ampères par centimètre, peu importe. Donc voilà. Et donc là, ce qui est important de voir, c'est que c'est un courant qui existe depuis un temps infiniment long dans le passé, et qui va se poursuivre pendant un temps infiniment long dans le futur, par rapport à cet instant origine que l'on a choisi arbitrairement. Ensuite, question suivante, on vous demande de trouver l'équation d'évolution du courant réel I de t à partir de l'instant t égale 0 compte tenu de la fermeture brutale de l'interrupteur à cet instant-là. Donc, je vous rappelle, le circuit c'est ça, E de t. Alors je ne sais plus si le R et le L étaient dans cet ordre-là, mais peu importe. C'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est le courant I. Et donc l'équation de la maille nous dit que K fermé, on a E de t qui est égal à VR plus VL. Et VR, c'est RI. Donc RI de t, et VL c'est L dI de t sur dt. Équation différentielle du premier ordre qui n'est pas sous forme canonique. Pour la mettre sous forme canonique, il faut diviser par R de chaque côté. Donc on va avoir du E de t sur R est égal à I de t plus L sur R dI de t sur dt. Donc c'est du très très simple et déjà vu. Donc on identifie la constante de temps taux du circuit, et en termes de conditions initiales, on peut raisonnablement dire que I de 0 est égal à 0. Et donc c'est ça la réponse à la première sous-question. Ensuite, là je crois que j'ai pas prévu assez de slides pour cette question-là. Je vérifie juste que c'est bien le cas. Oui, non. Là j'ai présumé de la place qu'il fallait. De manière un peu optimiste. Donc, première sous-question, on y a répondu. Deuxième sous-question, résolvez cette équation pour déterminer l'expression du courant I de t lors de ce régime transitoire. Donc, équadif de la forme I de t plus taux dI de t sur dt égale à E de t. Donc E de t sinus. Et bien donc la solution, elle est de la forme solution homogène plus solution
particulière. Et donc là, si E de t, alors c'est E de t sur R d'ailleurs, attention, si E de t sur R est sinus, donc le second membre est sinus, alors IP de t est sinus. Et comme IP vérifie à lui seul l'équation, ça implique que IP de t est la solution du régime permanent sinus. Donc si on trouve un IP de t sinusoïdal qui vérifie l'équation du circuit, bien évidemment, c'est que c'est la solution en régime permanent sinusoïdal qui, elle aussi, est un sinus. Il n'y a pas deux solutions sinusoïdales qui pourraient vérifier l'équation. Et donc, en fait, le terme qui se trouve là, on vient déjà de le calculer. Et le terme qui se trouve là, lui, c'est toujours la même chose. C'est le formulaire qui vous dit que IH de t, c'est A exponentielle de moins t sur tau. La seule chose qui reste à déterminer, ça, c'est A, à ajuster pour que I de 0 satisfasse la condition initiale. Donc, le truc à faire, c'est de noter que I de t est égal à A exponentielle de moins t sur tau plus la solution particulière que l'on a déjà calculée précédemment, que je recopie ici. Si j'arrive à faire le copier-coller, ça a l'air d'être bon. Ça implique donc que I de 0 est égal à A plus 0,1 fois sinus de moins 0,1997. Et donc ça doit être égal à 0. Donc en fait le signe moins, on peut parfaitement le faire passer là. La fonction sinus est une fonction impaire, pardon. Et donc ça nous permet tout simplement d'écrire que A doit être égal à 0,1 fois sinus de 0,1997. Alors, courant que l'on peut calculer, hein, donc 0,1 fois sinus de 0,1997, hein, ça fait un courant de 19,8 mA. Donc à peu près 20% de l'amplitude du courant en régime permanent. Et dernier petit détail qui peut avoir son importance, on note tau égal à L sur R, avec un L qui vaut quoi ici, je ne me rappelle plus. Faut remonter ici. 10 millihenry et R égale 100 ohms. Donc 10 millihenry sur 100 ohms. Donc 10 moins 2 sur 10 puissance 2, ça va faire du 10 moins 4 secondes. Et on a oméga égale à 1000 radians par seconde. Je vous rappelle que oméga c'est 2πf, et donc c'est égal à 2π sur t. Alors à quoi ça sert de faire ce calcul là? En fait l'idée c'est on a une solution homogène. S'il veut bien changer le crayon quand je lui demande, ça serait bien. Une solution homogène A exponentielle de moins t sur tau
qui va durer un certain temps. Je vous rappelle que ce courant, initialement, il vaut A, donc 19,8 mA, et il tend asymptotiquement vers 0, et en fait il a parcouru 95% du chemin au bout de 3 taux, 99% du chemin au bout de 5 taux, donc on peut raisonnablement dire que la solution homogène s'est éteinte au bout de 3 taux ou 5 taux, surtout si le A a une valeur assez faible par rapport à l'amplitude du régime permanent. C'est aussi ça qu'il faut comparer. Et donc l'idée c'est de savoir combien de temps ça représente, cette durée-là, par rapport à la période de la sinusoïde. Donc ça peut être intéressant d'évaluer la période de la sinusoïde. Donc vous avez 1000 radians par seconde divisé par 2π, ça va faire une fréquence de 159 Hz. Et donc ça correspond à une période de 6,28 à peu près millisecondes. Alors que 3 taux, ça correspond à 0,3 millisecondes. Donc en fait, la durée du régime transitoire est très très faible devant la période du régime, enfin de la sinusoïde. Donc concrètement, en termes de tracé, voilà ce que ça va donner. Vous aviez une tension sinusoïdale qui passait par 0 très près de l'instant initial, 5 degrés après l'instant initial, si on raisonne en θ égale oméga t. Donc là, les 2π, c'est quelque part par là. Pi, c'est quelque part par là. Pardon, c'est l'inverse. Si, c'est ça. De pi. Et donc, là, c'était la tension E de t. Le courant I de t est encore légèrement décalé par rapport à ça. C'est pas super bien dessiné, mais bon, tant pis. Oups. C'est vraiment pas bien dessiné. Et donc on a évalué l'amplitude à 0,1 ampère. Et donc en fait le courant il doit être égal à moins 0,2 ampère ici. Et ce que l'on sait, c'est que le régime transitoire, il doit partir de 0. Donc en fait I, c'est le IP de t en rouge, le courant qu'on aurait en régime permanent, que je dessine en pointillé avant t égale à 0 parce qu'il n'existe pas vraiment. Et donc le I total du transitoire, il part de 0 avec un écart par rapport au tracé rouge qui est une exponentielle décroissante, mais une exponentielle décroissante qui s'éteint très très rapidement. Et en fait la courbe bleue, elle vient se confondre avec la courbe rouge très rapidement, parce que 3 taux, ça correspond à 0,3 millisecondes, alors que la période, qui est quelque part par là, voilà, elle dure quoi? Elle dure 6,28 millisecondes. Donc cette durée 3 taux est très très faible. Et donc l'écart qu'il y a entre les deux, donc là je colore en orange l'écart entre la courbe bleue et la courbe rouge, ça c'est la solution homogène. Le delta, c'est la solution homogène. Et elle disparaît
bout de 3 taux. Et en plus, je vous ai dit, en fait, elle disparaît en valeur relative. On a 95% de sa valeur qui a disparu au bout de 3 taux, mais il faut aussi comparer son amplitude, la valeur initiale, par rapport à l'amplitude du signal permanent. Donc son amplitude est seulement de l'ordre de 0,02. C'est pas 0,2, c'est 0,02, si je ne suis pas trompé. Oui, c'est ça. 20 milliampères à peu près. Donc, c'est un gribouillage. Je vais l'écrire en plus gros. 0,02 ampères. Donc, on a 20% seulement de... Enfin, son amplitude représente 20% de l'amplitude de la sinusoïde qu'on a à la fin. Donc, non seulement ça dure pas longtemps, mais en plus, son amplitude initiale est faible. Donc là, très clairement, on peut considérer que le régime transitoire, il a totalement disparu avant qu'on ait ne serait-ce fait qu'une demi-période de la sinusoïde. Donc c'est très important d'évaluer ça. Pourquoi? Par exemple, dans le contexte de l'exercice qu'on a déjà traité d'impédance-métrie. On a une tension d'alimentation et on mesure un courant dans un dipôle, on mesure son déphasage. Concrètement, ce genre d'opération, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter pour différentes fréquences. Donc on va appliquer une sinusoïde, attendre un certain temps, et ce certain temps, une fois qu'on est certain qu'on est en régime permanent, mesurer l'amplitude et le déphasage, et ensuite changer la fréquence d'alimentation, encore attendre un certain temps, etc., etc. Et donc si on a un certain nombre de points de mesure, ce certain temps, c'est quand même long. Enfin, il faut l'évaluer. Il ne faut pas surestimer le temps nécessaire entre deux mesures. Et donc c'est important d'évaluer ça. Et c'est en particulier le cas dans certains contexte où l'impédance-métrie se fait à basse fréquence. C'est par exemple le cas quand on fait de l'impédance-métrie sur des batteries, quand on analyse le comportement de batteries de voiture par exemple, les périodes des sinusoïdes qu'on va injecter, ça peut être de l'ordre de périodes de plusieurs secondes ou plusieurs dizaines de secondes, voire encore plus long. Donc s'il faut attendre une période complète de la sinusoïde déjà pour pouvoir faire une mesure sur une période, il faut vraiment se poser la question de combien de temps il faut attendre pour que le régime transitoire soit éteint, pour ne pas avoir plus de périodes que nécessaire, parce que chaque période peut durer plusieurs minutes, voire de l'ordre de l'heure. Donc il est clair que ces mesures deviennent très très longues. Donc avoir une connaissance du régime transitoire est importante de manière générale et dans certains cas tout particulièrement. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Et donc on est arrivé pratiquement à la fin de notre série d'exercices de régime sinusoïdal, ici avec du régime transitoire.